Les États-Unis ont envoyé leur bombardier le plus sophistiqué, le B-2, pour détruire du sable le 17 mars dernier. Vous voyez, il y a quelque chose de caché dans cette zone de sable qui pourrait détruire la flotte américaine dans la mer Rouge. Cet après-midi-là, le bombardier s'apprêtait à décoller de la base aérienne de Whiteman, à plus de 13 000 km de là. Mais que pouvait bien faire un bombardier Missouri dans une bataille au Yémen? C'est parce que ce bombardier n'est pas un bombardier comme les autres. En plus d'être le bombardier le plus sophistiqué de l'armée américaine, le B-2 Spirit est le bombardier le plus sophistiqué au monde. Comme il lui fallait un peu plus de 12 heures pour atteindre le Yémen, l'avion a fait le plein à mi-chemin de son voyage depuis le Missouri, afin de ne pas tomber en panne de carburant pendant une mission. Le B-2 fait généralement le plein toutes les 6 heures. Comme l'avion ravitailleur KC-135 qui ravitaillait les bombardiers n'était sans doute pas un avion furtif. Ils ont fait le plein au-dessus de la mer Rouge, à environ 2 heures de la zone cible, afin d'éviter d'être repérés dans l'espace aérien yéménite. Après avoir fait le plein, les pilotes du B-2 se sont concentrés sur leur cible et ont mis le cap sur le Yémen à pleine vitesse. Comme vous pouvez le constater, les États-Unis ont détruit la majeure partie de l'est du pays afin de s'emparer des installations de stockage d'armes des Houthis. Les Houthis transportaient des stocks d'armes plus petits dans des souterrains profonds et les regroupaient dans cette base montagneuse isolée de la province de Saada. Cependant, cela n'a pas suffi à les protéger de la puissance des B-2. Les portes du compartiment à bombes des B-2 se sont ouvertes et leur énorme charge utile a été larguée vers 1h29 ce matin-là. Les explosifs ont chuté de 15 000 mètres jusqu'au complexe souterrain en environ 55 secondes. Il fallait environ 2 bombes pour détruire l'enveloppe de chaque bunker, car chaque bombe anti-bunker pouvait percer 2,5 mètres de béton et 6 mètres de roche. Une fois cette bulle protectrice détruite, il ne restait plus qu'une bombe pour détruire l'intérieur de chacune des 5 cibles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les bombes ont été positionnées avec précision au-dessus de chaque bunker grâce à un équipement de guidage GPS. Chaque bombe a atterri exactement dans le même trou que la précédente. La dernière cache d'armes importante des Houthis a été détruite en quelques secondes, et des boules de feu ont illuminé le ciel nocturne. Mais les États-Unis n'en avaient pas encore fini. Le B-52 Stratofortress a choisi de réapparaître 3 heures plus tard. Le bombardier peut viser des soldats ennemis jusqu'à 575 miles de distance grâce à ses 20 Missiles Air Sol à longue portée, Joint Air-to-Surface Standoff Extended Range Missiles. Afin de démoraliser davantage l'adversaire et de détruire la prochaine génération de guerriers avant qu'ils ne puissent atteindre le champ de bataille. Ces missiles ont détruit 4 centres d'entraînement Houthis. Les Houthis ont toutefois cherché à démontrer qu'ils étaient toujours capables de se battre malgré ces victoires retentissantes. Les vigies ont alerté le pont de toute anomalie vers 20 heures ce soir-là, alors que l'USS Stout était en service de surveillance dans une zone d'opération à environ 30 miles au large des côtes du Yémen. Cette soirée, qui s'était déroulée sans incident, allait prendre une tournure légèrement plus inquiétante. 2 missiles en approche ont été détectés par le radar de surveillance du navire à une distance d'environ 150 miles. La signature thermique infrarouge caractéristique des missiles a permis au terminal tactique interarmé à bord de confirmer leur lancement. L'équipage du Stout était composé de vétérans de la guerre et ne craint pas 2 missiles isolés, même si cela aurait pu ébranler les équipages avant ce conflit. C'est pourquoi, utilisant cette fois-ci un système d'armes différent, le capitaine imite la stratégie employée à Gettysburg l'autre jour. Vous pouvez voir une grande structure en forme de boîte si vous regardez ici. Nulka est le nom de ce système, comparable au Chaff mais bien supérieur. 2 lanceurs Nulka sont installés à bâbord et à tribord de chacun de ces destroyers. Chaque lanceur peut contenir 2 projectiles Nulka. La façon dont il défend le navire ne ressemble à rien de ce qui a été utilisé jusqu'à présent dans les combats navals. Même s'il s'agit d'une tactique défensive douce comme le Chaff et qui ne détruit pas réellement un missile en approche.
Le lanceur Nulka peut tirer un projectile automatiquement ou manuellement dans les 3 secondes suivant la détection d'un missile en approche. Pour sauver les SM-2, le capitaine choisit dans ce cas d'utiliser un projectile Nulka. Le projectile s'élance du lanceur dès son lancement et active son répéteur, de fréquence radio lorsqu'il se trouve entre 1 et 2 km du navire. C'est l'élément clé qui transforme ce simple leurre en pire cauchemar pour un missile. Nous sommes certains qu'il imite les fréquences radar émises par les navires américains, bien qu'amplifiées, même si la fréquence précise est classée. Nous savons que le Nulka est plus performant que le Chaff, qui était capable d'atteindre une cible de 10 000 mètres carrés, alors que le moteur de la fusée éloigne le projectile Nulka du navire à chaque seconde. La couverture à 360 degrés de l'émetteur RF le fait apparaître comme une cible extrêmement attrayante, ce qui conduit les missiles à se diriger vers lui. Les 2 missiles changent brusquement de direction et se dirigent vers le Nulka, qui flotte désormais sans danger dans le vent. À une distance d'environ 30 miles du navire, les missiles s'écrasent sans danger dans l'océan, alors qu'ils pensaient percuter un navire. Les États-Unis choisissent de mettre fin à ces attaques en éliminant la source des données de tir des Houthis, même si la dernière frappe a été empêchée. Cependant, cela pourrait aggraver le conflit et le transformer d'une guerre à petite échelle en un conflit régional majeur. Selon les premières informations des médias saoudiens, le Dive Mars vs 1H-30, un groupe d'avions de combat F-18 a décollé du Truman, bien que cela ait pu ressembler à une frappe classique. Leur cible était tout autre. Au lieu de virer à gauche pour survoler le Yémen, les avions ont poursuivi leur route vers le sud, longeant la mer Rouge, en direction du détroit de Bab al-Mandeb. Ils ne visaient pas un quartier général des Houthis, un entrepôt d'armes ou un site de missiles. C'était ce navire. Ce navire s'appelle le Zagros. Il s'agit d'un navire de guerre iranien de 1500 tonnes. Mais ce n'est pas un navire ordinaire. Contrairement à un navire de guerre classique armé de roquettes et de missiles, celui-ci est équipé d'antennes radio. En effet, les Houthis souffriraient énormément si ce navire, qui est le premier navire iranien spécialisé dans la collecte de signaux, venait à être détruit. Les Houthis dépendent des Russes et des Iraniens pour obtenir des données de tir, car ils n'ont pas les moyens de les obtenir eux-mêmes. Les navires comme le Zagros sont l'une des principales sources d'information des Iraniens. Le navire peut alerter les artilleurs Houthis à tout moment lorsque des navires passent à proximité. Car il reste à l'extérieur du détroit de Bab al-Mandeb, les Houthis peuvent alors rapidement orienter leur radar dans la bonne direction pour commencer leur entraînement au tir en transmettant la trajectoire, la vitesse et la position initiale du navire. Les États-Unis veulent mettre fin à cette situation. Vers 2h30 du matin, selon les médias saoudiens, les F-18 américains ont lancé une salve de missiles contre le navire. Il s'agissait d'une attaque catastrophique. Le navire aurait chaviré et coulé en quelques minutes. Personne n'a survécu. Suite à cette nouvelle, cette affirmation a été réfutée tant par les Iraniens que par les Américains. Les Iraniens ont maintenu que le navire était en sécurité dans le port de Bandar Abbas, tandis que les Américains ont déclaré n'avoir coulé aucun navire. Le journal a rétracté cette affirmation en quelques heures. Le navire était piloté par des combattants de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, ce qui a soulagé les dirigeants américains. Toutefois, il va sans dire que cela pourrait encore se produire malgré cette rétractation. Le navire iranien Saviz avait été équipé de mines magnétiques par une équipe de commandos israéliens en 2021. Comme le Zagros, les Iraniens l'utilisaient comme base d'approvisionnement mobile et plateforme de collecte de signaux pour les Houthis. L'attaque qui a suivi était bien réelle, même si elle s'est avérée être l'un des rares incidents qui se sont révélés faux par la suite. Les Houthis ont choisi de lancer 2 autres missiles balistiques contre Israël après avoir échoué à endommager les navires américains. Bien qu'ils aient déjà agi de la sorte par le passé, c'était la première fois que les Houthis tentaient d'attaquer des sites non militaires depuis le début du conflit.
Malheureusement pour eux, l'équipage de l'USS Kearney était prêt. Les vigies à bord du Kearney ont été informés du lancement d'un missile balistique par leur terminal tactique commun vers 22h30 ce soir-là. Des satellites situés à plus de 100 km au-dessus d'eux fournissent des données infrarouges en temps réel à cet équipement. Selon ces données, les Houthis viennent de tirer plusieurs missiles balistiques en direction d'Israël. Heureusement, ils disposent de l'instrument idéal pour cela. Il s'agit du missile SM-3. Pour éliminer des missiles balistiques de ce type, il s'agit de l'arme principale et du missile de défense aérienne le plus sophistiqué de l'arsenal américain. Ce missile peut atteindre une vitesse 13 fois supérieure à celle du son. Malgré un poids de seulement 1,5 tonnes, il s'agit d'une véritable fusée hypersonique. Ce missile dispose toutefois d'un processus de destruction extrêmement créatif, contrairement à une ogive à fragmentation classique. Le projectile exo-atmosphérique léger, LEAP, est l'élément clé qui confère au SM-3 ses capacités véritablement innovantes. Ce missile utilise le LEAP pour entrer en contact direct avec sa cible. Contrairement aux missiles conventionnels qui tentent de s'approcher à quelques dizaines de mètres de celle-ci pour la détruire à l'aide de milliers de billes d'acier. Voici comment cela fonctionne dans la réalité. Le radar espion de l'unité de tir fournit au missile SM-3 des données actualisées sur la position du danger au moins plusieurs dizaines de fois par seconde pendant qu'il se dirige vers la cible. La cible perd le reste de son corps lorsque le SM-3 s'approche à quelques kilomètres d'elle, et le projectile exo-atmosphérique léger lui hurle dessus. Imaginez cela comme la mâchoire interne d'un xénomorphe dans les films Alien. C'est la petite bouche à l'intérieur de la grande bouche qui cause le plus de dégâts, et non le grand extraterrestre terrifiant. C'est essentiellement le même principe. Le chercheur actif du LEAP s'active pour le diriger vers le missile dans sa phase terminale, lorsqu'il se sépare du corps du missile. De plus, ses composants ne mesurent que 56 cm de long et 25 cm de diamètre, alors que le SM-3 mesure 6,5 mètres de long. Cependant, cet engin se déplace très rapidement. Avec une vitesse environ 13 fois supérieure à celle du son, ces projectiles doivent résister à des températures extrêmement élevées. Le LEAP doit fonctionner à des températures pouvant atteindre 431 degrés dans les couches supérieures de l'atmosphère. Il sera soumis à des températures pouvant atteindre 3700 degrés lorsqu'il s'écrasera près de la cible. Il se désintégrerait bien avant d'entrer en contact avec sa cible s'il n'était pas fabriqué à partir de matériaux composites soigneusement sélectionnés. Mais ce n'est pas le cas. Il dépasse le missile Houthi en quelques secondes et percute son ogive. Les fragments restants du missile brûlent dans l'atmosphère, garantissant ainsi sa destruction. C'est la dernière performance remarquable de cette danse que les États-Unis ont exécutée avec les Houthis cette semaine, et c'est une nouvelle victoire pour le Kearney. Le lendemain, le 20 mars, l'armée de l'air américaine a continué à utiliser des F-15 et des drones Reaper pour cibler le Yémen. Seules quelques cibles ont toutefois été touchées. L'armée américaine était simplement à court de cibles, et non parce qu'elle était épuisée ou à court de munitions. Cela est démontré par le fait que la principale ligne de défense des Houthis ce jour-là consistait dans le tir de 5 drones dérisoires, que le Jason Dunham a rapidement éliminé avec son CUFS. Le choc s'est propagé bien au-delà du littoral yéménite lorsque la nouvelle du bombardement s'est répandue. Les Houthis opéraient depuis des années avec la conviction que, même si la puissance aérienne américaine était redoutable, elle pouvait être surveillée, anticipée et même contrôlée. Cependant, les anciennes normes ont été bouleversées lorsque le bombardier B-2 Spirit, un avion de combat si furtif qu'il disparaît de la plupart des radars, est apparu dans le ciel au-dessus d'Al-Hudaydah et a largué des bombes avec une précision millimétrique. Ce qui s'est passé était bien plus qu'une simple mission accomplie. Il s'agissait d'une démonstration spectaculaire de la dissuasion contemporaine. Le B-2 a opéré de manière totalement indépendante de tous les signaux actifs du théâtre d'opération dès son entrée dans l'espace aérien yéménite.
Sa furtivité était telle que les relais satellites n'ont pu confirmer son existence qu'une fois la mission terminée. La destruction d'une base de lancement Houthi n'était pas le seul objectif. Elle a également servi d'avertissement à la région. Face à la puissance aérienne stratégique américaine, aucun bunker n'est sûr. Aucun radar ne peut offrir de protection et aucun temps de réaction n'est possible. Qu'en est-il des Houthis? Ils ont perdu plus que leur équipement. Ils sont devenus vulnérables. Les communications interceptées depuis leur centre de commandement restant ont révélé une confusion totale. Selon les équipes radar, aucun avion n'avait été repéré. Les équipes anti-aériennes n'ont signalé aucune trace de moteur, aucune signature acoustique ni aucun avertissement. La mort semblait être tombée du ciel, inévitable et immuable. Une deuxième vague s'est formée avant même que les B-2 ne quittent la zone. Les liaisons de communication d'urgence ont été brouillées par des avions de guerre électroniques. Au lieu de tirer, des drones ont survolé la zone. Filmant, scannant les plaques d'immatriculation des voitures en fuite, enregistrant les nouvelles signatures thermiques et obtenant des renseignements en temps réel. Chaque action menée par les Houthis en représailles a été enregistrée et utilisée pour améliorer la série d'attaques suivantes. Le sol a été détruit avec une précision chirurgicale. Non seulement 3 importantes installations souterraines de stockage ont été endommagées, mais elles ont été complètement détruites. Des dépôts de carburant enterrés et des stocks de munitions secondaires ont été incendiés par des munitions à pénétration profonde, provoquant des explosions en chaîne qui ont secoué le paysage comme de petits tremblements de terre. Des tonnes de dalles de béton ont été retournées comme des feuilles de papier. À l'aube, un seul endroit présentait un cratère de bombe de plus de 60 mètres de diamètre. Cependant, le véritable objectif avait toujours été psychologique et plus profond. Comme le B-2 était nécessaire, il n'est pas arrivé. C'était inattendu. C'est pourquoi il est arrivé. La doctrine des États-Unis a changé. Auparavant, la marine et l'armée de l'air réagissaient aux frappes les unes après les autres, mais elles préviennent désormais les cycles psychologiques d'escalade. L'utilisation d'un bombardier furtif stratégique ne visait pas seulement à riposter. Elle servait à réinitialiser la situation et à envoyer un message à tous les acteurs. Présent, les États-Unis ont le pouvoir d'escalader à tout moment et de n'importe quelle manière. Les Alliés ont pris bonne note. Les responsables de la défense de l'Arabie saoudite ont demandé à leurs homologues américains d'organiser des exercices de coopération stratégique à l'aide de requêtes cryptées. Une alerte interne a été lancée par l'Organisation de défense aérienne israélienne afin de simuler des scénarios d'incursion furtive. Une extension des couloirs aériens américains au-dessus de l'espace aérien égyptien a été secrètement acceptée par l'Égypte, qui est généralement un acteur neutre dans les conflits régionaux. Cependant, le signal a été très mal reçu à Téhéran. Les services de renseignement ont vérifié que les centres logistiques du CGRI situés près de Bandar Abbas avaient été plongés dans le noir dans les 48 heures suivant l'opération. Ils ont secrètement dévié les voies d'approvisionnement via Oman. Les conseillers qui faisaient partie de la direction Houthi ont commencé à quitter des postes clés après avoir réalisé, peut-être trop tard, que les Houthis étaient utilisés comme des pions dans un test qu'ils n'étaient pas censés réussir. L'opération, qui a fait l'objet d'un débriefing à Washington sous le nom de Silent Rapture, visait à rééquilibrer l'équation des risques pour tous les acteurs régionaux plutôt qu'à éliminer toutes les menaces. L'équation était désormais simple. Une guerre asymétrique pouvait attirer l'attention. Une provocation asymétrique encourage toutefois la destruction. De plus, des destroyers américains surveillaient les signaux erratiques des unités Houthis affolées au large des côtes, tandis que les derniers bombardiers Spirit regagnaient leur zone de ravitaillement secrète, enregistrant chaque voie, chaque bunker de repli et chaque fréquence. Ils ne se préparaient pas seulement au prochain conflit. Ils étaient déjà en plein dedans. Un autre type d'opération, qui utilisait des claviers et des câbles plutôt que des drones ou des missiles.
a commencé alors que la poussière retombait sur le désert yéménite, déjà prête à tirer parti du chaos qui a suivi la frappe. Le Cyber Command américain a lancé une intrusion concertée dans les réseaux de combat des Houthis. La destruction des données n'était pas leur objectif. Ils voulaient voir comment les gens se comportaient. L'infrastructure de commandement des Houthis était protégée depuis des années par des réseaux satellites hors réseau et des pare-feux créés en Iran. Cependant, les troubles provoqués par les attaques chirurgicales des B-2 ont contraint les commandants Houthis à utiliser des réseaux de secours qui avaient déjà été cartographiés par les cyber-éclaireurs américains et qui étaient moins sécurisés et plus vulnérables. Les analystes américains ont vu les discussions internes des combattants Houthis exploser de peur en quelques minutes. La question de savoir si les Américains avaient pénétré dans leur tunnel a été soulevée par les commandants sur le terrain. Les responsables logistiques ont signalé des dérives GPS, des pannes de refroidissement et des surtensions causées à distance par des exploits logiciels mis en place plusieurs mois auparavant. Le trésor le plus précieux provenait d'une tablette compromise qui a été récupérée dans une station de contrôle qui avait été bombardée. Les journaux de conversation de la tablette montraient que les contrôleurs iraniens avaient donné des ordres directs, ce qui confirmait ce que Washington craignait depuis longtemps, mais que Téhéran avait toujours nié. C'est alors qu'un rebondissement est survenu. Plutôt que d'éliminer immédiatement ces communications, les États-Unis ont adopté une approche beaucoup plus nuancée et ont commencé à diffuser de fausses informations. De fausses coordonnées, des communications radio fantômes. Une deuxième vague de bombardiers furtifs est suggérée par des renseignements fabriqués de toutes pièces. Les satellites en orbite ont identifié chaque nouvelle position alors que les Houthis déplaçaient frénétiquement leurs armes restantes. Certains à pied et d'autres dissimulés sous des charrettes de marché. Le piège avait fonctionné. Toute l'infrastructure de repli des Houthis a été exposée dans leur précipitation. Dans le même temps, les Alliés ont réagi rapidement. La Jordanie a activé des liaisons satellites qui ne sont généralement utilisées que lors des exercices de l'OTAN. Dans une démarche inédite depuis le plus fort de la guerre du Golfe, Bahreïn a autorisé les États-Unis à opérer dans son espace aérien naval à plein temps, dans un communiqué de presse. Même les Émirats arabes unis, habituellement prudents, ont qualifié cette frappe de redéfinition nécessaire de la dissuasion dans la guerre moderne. Cependant, c'est l'évolution de la situation à Oman qui a été la plus intrigante. Ce pays historiquement neutre avait servi de canal secret pour la diplomatie parallèle et les couloirs humanitaires. Cependant, 2 jours seulement après l'opération américaine, les autorités omanaises ont annulé les permis de voyage de plusieurs personnes, soupçonnées d'organiser des voies d'approvisionnement vers les bastions Houthis. Des sources des services de renseignement ont confirmé le message. Malgré l'absence de lien officiel, Oman ne fera plus obstacle à la stabilisation régionale. Pendant ce temps, la réalité s'imposait au Yémen. Ils avaient démasqué les Houthis, tant sur le plan existentiel que militaire. Une fois attirés par des promesses de sécurité et une identité révolutionnaire, les guerriers locaux ont vu leurs commandants rester silencieux pendant des heures et leurs bunkers démolis. Des drones américains ont largué des tracts proposant un voyage en toute sécurité, des soins médicaux et la possibilité de contacter leur famille en échange de leur reddition. Des centaines d'entre eux l'ont accepté. Certains ont apporté des documents. D'autres ont apporté des cartes. Certains ont simplement raconté des histoires de promesses non tenues, de salaires impayés et d'instructions de tirer des missiles depuis des installations médicales. L'histoire était en train de changer. Les commandants Houthis ne pouvaient plus invoquer la résistance divine. Ils avaient transformé leurs sanctuaires en cratères. Les vidéos de voûtes souterraines en feu et de pièces de drones calcinées ont pris le pas sur leur slogan. L'opinion publique était même biaisée à Sanaa. Des graffitis appelant à la chute des États-Unis ont été recouverts de peinture. Après avoir relayé la propagande iranienne,
Les cybercafés ont soudainement diffusé des vidéos du vol furtif du bombardier Spirit, certaines accompagnées du slogan « La nuit où Dieu a regardé vers le bas ». Néanmoins, les dirigeants américains étaient conscients que la bataille était loin d'être terminée. Car les conflits idéologiques ne se règlent pas d'un seul coup. Ils évoluent avec le temps. Washington a donc donné l'ordre subliminal de rendre la pression indétectable. Il n'y aurait donc plus de bombardements médiatisés, plus de déclarations publiques ostentatoires, une guerre d'usure basée sur des données, silencieuse et implacable. Les communications dans les centres soupçonnés d'être des repères des outils ont été perturbées chaque nuit par de nouvelles impulsions de brouillage. Des drones non identifiés ont survolé les routes désertiques pour larguer des capteurs sismiques. En tentant de suivre des mirages, les ressources des Houthis ont été épuisées par des flottes fantômes créées par des navires de guerre de la marine qui projetaient des réflexions radars trompeuses sur la plage. L'intention n'était pas d'éradiquer complètement les Houthis. Il s'agissait de les épuiser. À la suite de cette tactique, une nouvelle expression a commencé à apparaître dans les briefings du Pentagone. Stratégie de la famine. Pas de famine alimentaire ou d'aide, mais de famine d'initiative, d'unité et de conviction. Les États-Unis n'avaient pas besoin de livrer toutes les batailles pour gagner cette guerre. Il leur suffisait de faire douter les Houthis de la sincérité des combats. De plus, le centre s'effondrerait sous le poids de sa propre confusion. Et personne n'aurait besoin de tirer un seul coup de feu une fois que cette dégradation psychologique aurait atteint un point critique. Il y a eu plusieurs attaques du bombardier fantôme. Cela a changé la nature du conflit. À la fin de la journée, il était évident que les Houthis étaient à leur plus bas niveau militaire depuis 10 ans. Cependant, les contrebandiers iraniens vont bientôt rétablir les Houthis à leur niveau de capacité antérieur, à moins que les États-Unis ne parviennent à imposer leur embargo naval sur le Yémen, ce qui nécessiterait de tout recommencer depuis le début. Pour l'instant, au revoir.